Bonsoir, bonjour, sinon à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Cette saison 5 avance petit à petit, nous sommes le 05-04-2024, c'est déjà le 17e épisode. Et pour ce 17e épisode, nous avons 3 personnes extraordinaires. Nous avons Clément, Franck et Théo, que j'aimerais applaudir. Voilà, bienvenue à vous sur ce plateau virtuel, comment allez-vous ? Ça va. C'est le moment de blanc où on ne sait pas qui va. Le blanc. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui laissent le blanc pour laisser passer les autres et ceux qui se parlent dessus. Et vous êtes plutôt team laisser le blanc. Donc vous allez bien. Alors, ça fait plaisir. Du coup, ça fait plaisir. Puisque aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Mais avant de vous entendre parler, les auditeurs vont m'entendre parler moi. Parce que comme j'ai un ego démesuré, j'ai envie de vous parler de certains trucs. Voilà, je vous ai invité pour que vous m'entendiez me parler moi. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui, encore une fois, n'est pas coutume, d'une espèce de manchot. Il me semble que du coup, Franck et Clément en ont pas mal bouffé finalement des espèces de manchots, parce que vous étiez là assez régulièrement. Mais toi, Théo, tu n'as entendu que la chronique sur le manchot papou qui était 10 épisodes auparavant, lors de l'épisode 7. Vous avez le lien dans la description que vous pourrez aller voir d'ici quelques instants. L'épisode 7 qui sera d'ailleurs monté par Clément. Merci beaucoup Clément. J'ai tout le listing là sous les yeux. Et cette fois-ci, on fait un bond dans le temps parce que du coup... on va très loin, pas dans le temps, mais dans la géographie pour parler d'une espèce de manchot qui s'appelle le manchot à ailerons blancs. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Pas du tout, mais je pense qu'il a des ailerons blancs. Eh bah exactement, j'allais te demander ce qu'il avait comme spécificité, Théo. Il a effectivement des ailerons blancs. Voilà, son petit nom scientifique, c'est Eudiptula, entre parenthèses, minor, alboziniata, ou manchot à ailerons blancs, ou alors Korora en maori, parce qu'en réalité, il ne se trouve que, à votre avis, dans quel coin dans le monde ? En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, exactement, puisque c'est le seul endroit où vous pouvez trouver des Maoris. Mais il est aussi un peu quand même sur l'île Stewart. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que l'île Stewart, sachez que, à la base, son vrai nom, c'est Stewart Island Rakiura. Et c'est la 3e île néo-zélandaise par sa superficie. Elle fait 1746 km². Elle est située dans la mer de Tasman, à 27 km au sud de l'île du Sud. Donc l'île du Sud, c'est une des îles de Nouvelle-Zélande. Elle en est séparée par le détroit de Fovo et elle ne compte que 387 habitants qui résident dans le seul village qui s'appelle Oban. Voilà, donc en gros on trouve pas mal d'espèces de manchots sur cette île. C'est une petite île avec plein de groupes différents. Dedans vous avez le Gorfou des Fjordland, le petit manchot bleu dont on parlera la semaine prochaine, avec une population d'environ 200 couples par période de reproduction quand même, le manchot à aileron blanc dont on va parler aujourd'hui, et le manchot à œil jaune. Il y en a quelques-uns qui traînent, et lui ce sera le dernier manchot dont on parlera au cours de cette saison. Je fais un peu de teasing. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais dans son nom latin, il y avait marqué Eudiptula minor alboziniata. C'est tout simplement parce qu'en fait le genre Eudiptula à la base, c'est en réalité le petit manchot bleu. Certains scientifiques considèrent donc le manchot à aileron blanc comme étant une sous-espèce de ce fameux petit manchot bleu. En effet, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau avec différentes variations de bleu indigo sur le dos, la tête, les ailes, le ventre est blanc, ainsi que bien évidemment les... qu'est-ce qui est blanc ? Les ailerons. Les ailerons, puisqu'il s'appelle le manchot à aileron blanc. Et oui, mais du coup on le redit parce que c'est la spécificité de cette espèce. On crée une nouvelle espèce juste parce qu'il a les ailerons blancs, donc. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, sachez que c'est une espèce qui utilise une gamme de sons et de cris plus étendue que les autres espèces de manchots. Eux, ils vivent d'ailleurs dans des terriers, et sachez qu'ils sont aussi nocturnes, alors que tous les autres manchots sont plutôt diurnes. Et ils s'organisent également en colonies. Donc en gros, ils vont quitter la terre pour la mer juste avant le coucher du soleil, et ils vont revenir pendant l'obscurité afin d'éviter les prédateurs. Et d'ailleurs, des prédateurs, ils en ont beaucoup. Je vous fais un petit listing. Il y a les phoques à fourrure, les otaries, les requins, les barracudas. Donc tout ça, c'est les prédateurs des adultes. Et pour ce qui est des œufs et des poussins, il y a mouettes, phoques. Sans compter bien sûr les nouveaux prédateurs qui ont été introduits par les humains, tels que les chiens, les chats, les belettes, les hermines, les furets, les renards, et les rats. Donc ça fait beaucoup de monde qui veut bouffer du manchot à aileron blanc. Comme je vous l'ai dit. Et eux, ils mangent des trucs ou... Alors ouais, eux, ils mangent des trucs, mais comme d'hab, ils mangent plutôt des petits crustacés, ce genre de choses, quoi. Bah, si vous voulez, on peut en parler, dans la nourriture, on trouve je fais un peu d'avance, on trouve des petits poissons tels que des pilchards, des anchois, des petits céphalophodes de moins de 12 cm, et occasionnellement des crustacés comme des crevettes et du krill. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, le nid il est dans un terrier, il y a 2 œufs qui sont pondus, qui sont couvés pendant 35 jours, à la fois par les mâles et les femelles, donc du coup il y a une rotation, mais ça c'est là pour pratiquement toutes les espèces de manchots. Les poussins quand ils naissent, ils sont couverts d'un gros duvet, et ils sont nourris par régurgitation par les parents jusqu'à l'âge d'1 mois. D'où l'idée justement d'alternance, il y en a un qui va pêcher,
qui ensuite va régurgiter sur son bébé pendant que l'autre va retourner à la pêche pour que tout le monde puisse avoir de la bouffe de manière assez régulière. Bien évidemment, une espèce de manchot aussi petite avec autant de prédateurs sur une île avec des humains, ça en fait une espèce qui est menacée puisqu'il n'existe que 3750 couples au total dans le monde. Par exemple, sur la péninsule de Banks en Nouvelle-Zélande, on est passé de 10 000 individus à moins de 2000 en 40 ans, ce qui est quand même énorme. Alors pareil, je vous donne des noms comme ça d'îles directement. Vous savez peut-être pas ce que c'est que la péninsule de Banks. Sachez que c'est un volcan éteint érodé de Nouvelle-Zélande, formant une péninsule rattachée à la côte est de l'île du Sud et s'avançant dans l'océan Pacifique. C'est situé dans la région de Canterbury, et sa principale localité c'est la ville de Lyttelton et la grande ville de Christchurch, la borde au nord. Donc, alors vu que le manchot à aileron blanc c'est une espèce qui est, bien évidemment, il y a des initiatives qui sont mises en place par les autorités néo-zélandaises avec des réserves naturelles protégées. On a un exemple assez clair, c'est sur l'île de Motonu Island, donc c'est une petite île qui est en bordure des côtes. La population est de 5000 manchots et elle est constamment croissante. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez positif pour le moment, mais le problème c'est que l'île pour le coup commence à être trop petite. Et donc, du coup, ils vont essayer de créer d'autres petits îlots comme ça, spéciaux pour les manchots. Mais l'ironie du sort pour les manchots à aileron blanc, c'est que le financement de ces îles se fait en réalité via le tourisme de masse. Et que ce qui est le plus destructeur pour les manchots, c'est le tourisme de masse. Donc, il faut réussir à trouver une espèce de balance pour que l'espèce soit préservée et qu'elle soit vue par des gens, mais en même temps pas trop pour que l'espèce puisse continuer à perdurer encore un petit peu. Voilà, donc le manchot à aileron blanc, il fait partie des espèces les plus menacées parmi les 18 espèces de manchots qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est comme ça que prend fin cette petite chronique assez rapide sur le manchot à aileron blanc. Qui a déjà quoi, Théo, du coup? Des ailerons blancs, ouais, tu l'as. Bravo. Ça mérite des applaudissements, je pense. Bravo. Du coup, t'as dit qu'il restait combien de manchots encore dont tu n'as pas parlé? Il reste 3 espèces de manchots dont j'ai pas parlé, c'est les espèces les plus, on va dire celles dont on parle le moins, c'est le petit manchot bleu du coup qui est une espèce qui vit vraiment très au contact avec les humains, et le manchot à œil jaune qui est une espèce qui est très très spéciale puisque c'est la seule espèce de son groupe, on va dire, d'espèces en question. Parce que tu vois, par exemple, les manchots royaux et les manchots empereurs, ils appartiennent à un même groupe, les adélie, les jugulaires, etc. pareil, et lui il est tout seul, et du coup il est assez important en fait, mine de rien. C'est triste. Bah oui, parce que du coup, s'il meurt fatalement, c'est vraiment le aileron blanc qui est menacé. Alors le aileron blanc, ouais, il est pas mal menacé. En réalité, ils sont tous un peu menacés, mais le aileron blanc, il est bien menacé parce que tu vois, quand même, le fait que tu passes de 10 000 à 2000 ans, enfin, qu'on perde 8000 en 40 ans de couple, d'individus, pardon, c'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'on lui a bien mis sa race. Mais en même temps, c'est un truc que je vous ai pas précisé, mais il est vraiment tout petit. Il fait entre 40 et 45 cm. Son poids, c'est 1,3 kg. Il a un bec de 3,5 cm et des ailes de 12,5 cm. Il fait la taille de mon micro, en fait, hein, concrètement, j'ai un Blue Yeti. Il fait la taille de mon micro, le manchot à aileron blanc. Je pensais pas qu'il était si petit, en fait. Ouais, il est vraiment tout petit. Il est assez choupinou, en plus. On dirait une grosse mouette qui vole pas, quoi, en fait, concrètement. Et il fait partie des moins connus et des plus discrets aussi, parce que petit, mais nocturne. Donc, t'es un humain, si tu veux sur YouTube, il y a plein de gens qui vont dans des trucs justement de tourisme pour voir des manchots à aileron blanc ou des petits manchots bleus. Et en fait, systématiquement, c'est la nuit avec des caméras infrarouges, etc. Donc, c'est une espèce qui est assez à part finalement par rapport à l'espèce de manchot classique, puisque c'est vrai que quand on pense manchot, on pense directement manchot empereur plutôt. La plupart du temps, quoi. On pense banquise alors que lui il vit en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, c'est assez différent. Et ce qu'on peut dire, c'est que le manchot à aileron blanc, si on fait rien, il sera bientôt périmé, quoi. Ce serait dommage. C'était transition. Pourquoi t'as quelque chose à nous dire sur les dates de péremption, Théo? Ah bah peut-être, tout à l'heure quand j'ai ouvert mon frigo, j'ai voulu manger un yaourt et devinez quoi? La date était Non, dépassée. mais non. Est-ce que t'es tombé malade du coup? Eh bien non, mais j'aimerais en discuter avec vous parce que c'est un peu un sujet de société, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux où passer la date, faut absolument pas y toucher. Il y a ceux qui s'en branlent un petit peu comme moi et qui testent en utilisant leur super pouvoir, c'est-à-dire le nez. Leur odorat. Et aussi le goût, au cas où le nez fonctionne pas. Du coup... Son acuité visuelle est basée sur l'odorat. C'est ça. C'est bizarre, en fait. En plus, je dis oui, c'est ça, alors que non. Du coup, voilà, déjà, est-ce que vous êtes plutôt team à respecter les dates limites de consommation recommandées, ou alors est-ce que vous êtes plutôt en mode la vie, c'est une aventure? Rien à foutre, personnellement, des dates de péremption. Après, ça dépend des produits. T'as des produits ou trucs de viande, certaines viandes, ou bon...
quand tu l'ouvres, que ça a dépassé, que t'as l'odeur, bon, tu te dis, ça sent l'intoxication alimentaire. Mais il y a plein de trucs, les yaourts, le beurre. En fait, dès qu'il y a du sucre, souvent, ça tient quand même vachement bien, en fait. Ouais, bah après c'est vrai que du coup il y a beaucoup de différences dans les produits et déjà dans les dates de péremption, parce que effectivement pour les produits frais comme t'as dit, la viande, le poisson, etc. C'est même pas une date de limite de consommation recommandée, c'est date limite de consommation tout court, parce que tu peux risquer un peu de gros maux de vente si tu tentes l'aventure en mangeant une viande ou un poisson périmé, voire éventuellement la mort, hein, si tu es un peu foufou. C'est vrai. Si tu n'as pas de chance, c'est qu'une bactérie toute belle, toute dorée s'est mise dans le plat. Mais effectivement, il y a des choses qui se conservent de manière illimitée, comme les conserves. Les conserves, du moment qu'elles sont pas bombées, rouillées, endommagées, à la limite, ça se garde pendant l'éternité. Des dizaines d'années. Le goût sera peut-être pas ouf, mais la digestion. Comment on dit? Digestabilité. Digestion. La digestabilité. Je sais pas, tu veux dire le fait de réussir à digérer? Oui, voilà. Je pense que ça doit être ça, la digestabilité, je sais pas, je vais chercher. Ouais, c'est bizarre comme mot en fait, j'ai l'impression en le disant comme ça. Et on l'utilise pas souvent. Enfin bref. Du coup, il y a des choses effectivement qu'on peut. C'était bien ça, digestabilité. Il y a des choses effectivement plus dangereuses. Mais par exemple, le yaourt, parce que quelque part tout le monde a des yaourts. C'est vrai. Est-ce que vous, alors Clément, et s'il te plaît, ne casse pas mon. Mais, honnêtement, moi les yaourts, vous tentez? Moi, est-ce que vous êtes plutôt en mode? Je suis frileux. Non. Je suis frileux. Ouais, je suis frileux. Quand la date, ouais, je suis là. Non, il va exploser. Non, mais en vrai, je suis pas fan de manger des trucs périmés. Souvent, je vais me renseigner quand même un minimum sur internet, mais c'est vrai que quand je vois un truc périmé, je me sens pas trop de le bouffer. Ça peut m'arriver de le faire si. C'est un peu la loterie, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu la loterie. Je me fie beaucoup à mon odorat. Quand je sens un truc quand mon nez considère que c'est pas bon, je considère que c'est moi que c'est pas bon. Alors je sais qu'après souvent je me fais sentir à des personnes qui vont me dire bah si c'est bon, mais je préfère faire confiance à mon odorat qui me dit non ça c'est du poison, n'en mange pas. Mais du coup je pense que j'ai un seuil de tolérance qui est assez faible. Je sais que par exemple mon père il va bouffer des trucs, il va y avoir un peu de moisi sur un machin, il va le retirer et après il va bouffer le reste, tu vois. Moi, je suis pas de ce genre-là. Il y a du moisi, je considère que le truc, il est mort. Par exemple, une pomme qui a un petit bout moisi, tu la jettes. Ah, les fruits, c'est différent. Je m'y connais plus en fruits qu'en lait, en fait. Donc, je considère que si tu retires le bout moisi, tu vois, c'est comme une banane. La banane, s'il est toute noire d'un côté, mais qu'elle est jaune de l'autre, tu retires le noir et c'est bon. C'est comme un membre nécrosé. Les trucs genre lactose, je sais pas, il y a mon instinct qui me dit qu'à la base, c'est quand même Déjà, il y a des bactéries. Voilà, c'est ça. C'est des bactéries. Tout ce qui est animal, je m'en méfie plus de ce qui est végétal, tu vois. Après, c'est vrai que normalement, on prend pas trop de risques avec un yaourt, puisque justement les bactéries qui sont dedans vont plus transformer ça en fromage, en quelque chose de caillé, genre une faisselle ou à la limite un fromage ou un truc bizarre comme ça, plus qu'un truc qui est pas du tout mangeable. Mais c'est vrai que quand tu prends un yaourt et que là il a un goût très acide, bah tu te dis bon c'est peut-être pas c'est peut-être pas une bonne idée. Mais ok, parce que moi je connais aussi des gens qui poussent le vice encore plus loin, c'est-à-dire que à quelques jours de la date limite de consommation, bah ils y touchent plus. Ah ouais? Mais pourquoi? Ah ouais, non, peut-être pas, non. Bah parce que c'est juste, je pense que c'est un problème mental. Hein. C'est par peur. C'est une condition qui remonte à l'enfance. Là. Non, mais je pense que c'est après c'est un blocage. Ouais, c'est un blocage. Je pense, c'est très psychologique. C'est très. Il y a un truc du style hypochondriaque où je pense. Ouais, éventuellement. Faudrait que je leur demande. Bah dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt je mange des yaourts pourris ou j'attends la date limite ou alors je jette avant la date limite. Comme ça on pourra faire des sondages. Moi je pense que moi par exemple, je m'en fiche un petit peu. Bon, par contre, moi ma limite c'est quand je commence à voir de la vie qui s'est formée dans mon plat. Ouais, mais là t'es un peu. C'est un peu à l'extrême. C'est-à-dire que voilà. Effectivement, quand ça commence à remuer, c'est que c'est plus très bon. Parlant de ça, l'un de mes pires souvenirs, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand j'ai ouvert un magnifique fromage qui était un camembert. Eh bien, je m'en suis coupé un petit morceau, là, un petit quartier que j'ai mis comme ça sur un morceau de pain. J'ai croqué dedans parce que j'avais super faim et tout. Et je vais pour me resservir. Et là, je vois que ça gigote. Dans le blanc. Vous voyez là, il y a la croûte blanche et le milieu était très très crémeux, mais il était surtout vivant parce qu'il y avait des vers à l'intérieur.
Donc j'ai arrêté d'en manger, évidemment, puisque ça m'a mis un petit coup. Bah oui, ça se comprend. Sinon, j'ai eu aucun problème de digestion. Si les vers sont là, hein, comme disent, ça veut dire que c'est bon. Pour un fromage, hein, ne faites pas ça avec un cadavre. Et d'ailleurs sur ça, j'ai une anecdote. Alors pas sur les cadavres, hein, enfin, en tout cas pas encore. Non, parce qu'en gros, il m'arrivait presque la même chose que toi, mais avec des céréales. Ah ouais? Ah oui, avec des mythes. Ouais, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, je me suis servi des céréales classiques, hein, et en fait, en regardant dans mon bol, bah il y avait des larmes, quoi. Dégueu. Ouais, c'est classique, ça. C'était sûrement des mythes, ça. C'est un gros problème. Ouais. On a dû mal refermer le paquet et puis faut filer dans le placard. Ça, c'est horrible. Et en plus, quand t'as une invasion de mythes, ça te bouffe après. Ah mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir tous mes placards remplis. Ils font leurs espèces de cocons dégueulasses là. Ah, et après, il y a les vers qui se baladent partout, là. C'est immonde. Mais... En général, un coup de lance-flamme et c'est bon. Après, il n'y a plus d'appart. C'est ça. Et après, il n'y a plus d'appart, ouais. Il faut tout... le truc radical, c'est tout jeter, hein. Et après, tout garder dans des espèces de boîtes hermétiques. Ouais, des bocaux. Même avec ça, des fois, en fait, les larves, souvent, les œufs, elles sont déjà dedans, ouais. C'est vrai. Et après, hop. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, carrément même. Dans les trucs bio et tout, ça le faisait pas mal. Mais du coup, et d'ailleurs, je pense que vous le savez, mais pour les auditeurs et les auditrices, pour les problèmes de mythes dans les placards à vêtements, je crois qu'il y a les marrons et la lavande qui fait fuir les mythes. Ah oui, c'est ce qui se dit, ouais, c'est vrai. Si, un petit arbuste du sud de la C'est l'odeur, en fait. Oh. C'est l'odeur, vous mettez juste de petits faux pourris de marron et... Ok. La lavande marche très bien aussi. Mais le problème de la lavande, c'est qu'il faut la changer régulièrement ou la frictionner et après, bah, elle finit en miettes parce qu'elle sèche. Ouais, fatalement, Il y a ouais. plein de petits trucs naturels, effectivement, pour éviter de se faire envahir par la vermine. Par la vermine. Bah. Et du coup, tu l'as bouffé ton yaourt ou pas alors ce midi? Oui, et il était bon? C'était très bon. Très bon. J'ai utilisé mon nez. Et ça a J'ai marché. senti comme ça. Ça sentait normal. J'ai goûté comme ça. Et- Et ça, c'était un goût normal. Et du coup, bah. Et vous avez déjà, tu t'es déjà planté toi ou pas? Est-ce que tu t'as déjà mangé un truc et en fait au moment où tu l'as mis dans la bouche, t'as eu envie de gerber, ou pire tu l'as mangé entièrement et après le lendemain t'as eu une intoxication alimentaire? Alors ça m'est arrivé 2 fois, une fois avec du lait. Ouais. Alors c'était une fond de bouteille. Alors le lait c'est vraiment la pire chose quand c'est Pire truc du monde, ouais. Vraiment c'est Je suis la d'accord. pire expérience que j'ai. Ça pue la mort et c'est surtout une texture horrible. C'est qu'en fait il y avait un fond de bouteille de lait. Ouais. Du coup je me dis bon bah j'ai pas besoin de sortir un verre, je bois, il devait rester 2 gorgées, je bois direct à la bouteille et là il m'est arrivé dans la bouche une espèce de pâte avec un goût de tombe. Dégueulasse. J'ai failli vomir. Hein. Tu m'étonnes. Craché. Tu m'étonnes. Je me suis rincé la bouche pendant je ne sais combien de temps et vraiment j'ai eu un réflexe de régurgitation qui s'est initié très très rapidement. Donc les réflexes naturels sont quand même pas mal. Oui, Je comprends directement qu'il faut pas. qu'il faut pas en manger. Et il y avait un autre truc, c'était sur un plat cuisiné cette fois que j'avais gardé peut-être un peu trop longtemps. Ouais. Alors c'était à l'époque où j'étais ado. C'était ma mère, je me rappelle, elle avait fait du riz. Et le riz, c'était pendant l'été, on avait dû le laisser un tout petit peu trop longtemps dehors Ah là là. pour le mettre au frais. Du coup, on l'avait rangé au frais et après, elle m'avait ressorti ça en mode j'ai pas très faim, vas-y, mange-le. Et sauf que je l'ai bouffé et je sentais pas qu'il était mauvais parce que il était très épicé. Oh non. Il y avait beaucoup d'épices, du curry et tout, donc tous mes sens ont été trompés. Bah oui, forcément. J'ai Oui. été vraiment T'étais dupé. trompé du début à la fin et du coup je me suis régalé sur le moment. Et puis 1 heure après, bah, j'ai vomi tout ce que je pouvais parce que en fait c'était passé de fou Ah, c'est dégueulasse. le riz. C'était horrible. Et toi, Clément, t'as des anecdotes un peu comme ça ou pas? Et mes 2 petites expériences. Non, moi je crois que j'ai la chance de jamais manger directement un truc. Un truc dégueulasse. Faut toucher du bois. Et toi, Franck, pareil, qui fait pas forcément attention, ça t'est déjà arrivé un peu de te planter? Non, en tout cas rien qui ne me... Rien qui te soit fait vomir, quoi. Et c'est un souvenir impérissable. Ouais. C'est que moi qui ai vécu des... Ouais, t'as vécu des aventures culinaires, t'es un vrai aventurier du goût, en fait, finalement, Théo, d'une certaine manière. Ouais, je suis un peu un baroudeur de l'assiette. Le baroudeur de l'assiette, waouh. C'est très beau. Très très beau. Joliment. La question un peu sortie de nulle part. Vous voulez rebondir un peu sur ça? Non, pour savoir si je mets fin ou si on passe à la suite.
Oh, je suppose qu'on passe à la suite. Il y a que moi que ça Le emballait. secto s'en passe. On peut dire que le sujet est périmé du coup d'une certaine manière. Oh non mais oui, non mais c'est Non, parce que ça a fait l'introduction au sujet et la conclusion. la conclusion, et ça va servir d'une autre transition également aussi, parce que s'il y a bien un truc qu'on a peur que ce soit peut-être un jour périmé, c'est le métier d'artiste, puisque certains le voient comme en danger face à l'intelligence artificielle. Et je crois que tu voulais nous parler de ça, Franck, aujourd'hui. Dans le milieu du JDR, Surtout. parce que j'ai vu passer pas mal de commentaires, de discussions. Ouais. Parce que dans l'absolu, effectivement, l'IA touche plein de métiers. Mais dans le milieu du JDR, où on va dire que le nombre de personnes qui peuvent en vivre de manière professionnelle est déjà assez limité, C'est pas faux. la question se posait de à quel point ça pouvait être utile ou pas, à quel point c'était dangereux pour certains métiers ou pas. Et la question c'est voilà, c'était de discuter un peu de vos avis sur cet outil et sur parfois peut-être certaines manières de s'en servir. Alors après, préalable, peut-être on peut revenir, on parle ici de potentiellement deux choses qui nous concernent, hein. La réalisation de texte et la réalisation d'images. C'est principalement les deux choses qui ont le plus d'impact. Après il peut y en avoir d'autres, réalisation de plans, etc. Maintenant, il y a réalisation de musique aussi qui se fait de plus en plus. Automatisé. Après la musique, pareil, la question étant sur quelle utiliser, mais sur du JDR, c'est vrai qu'on est quand même moins... les gens qui jouent entre potes, juste, ils se contentent de mettre des musiques de YouTube, Bien sûr. Playlists ou autre. Et ceux qui veulent publier, souvent ils achètent soit des bandes son déjà toutes faites, qui ont l'avantage d'être préprogrammées, soit ils prennent des musiques libres de droit, qui sont quand même assez nombreuses. Donc la question sur la musique peut-être se pose un peu moins. En revanche, sur l'image notamment, alors sur le texte aussi, même si le texte, je pense que, je sais pas quel est votre avis, mais moi il me paraît pas que une machine qui se contente pour l'instant de faire de la copie soit en capacité de proposer quelque chose Non, d'intéressant bien sûr. en termes d'aventure. Puis c'est En sachant que souvent quand même, quand on achète un JDR texte, en tout cas de mon côté, on cherche surtout de la nouveauté, de l'inspiration, en fait ce que le créateur a eu envie de mettre dedans. Ouais. Plus que juste la lecture d'un texte pour lire un texte. Bien sûr. Oui, et puis de toute façon les IA écrites type ChatGPT, ça sert plus d'assistant en fait qu'autre chose pour pouvoir t'y retrouver dans ton scénario ou dans tes constructions d'idées, mais de manière générale, c'est quand même l'humain qui va inventer derrière, je pense. C'est plus au niveau, je pense, comme tu disais, de l'image que ça va se jouer, je pense. Après, il y a quand même, la discussion se pose quand même, puisqu'il y a des éditeurs aujourd'hui qui proposent il y en a déjà eu, hein, Ah ouais? de publier un jeu de rôle entièrement conçu par IA. Ok, il s'appelle comment? Ce qui évidemment, tout, parce que ça n'a pas du tout intéressé. Personnellement, justement, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, puisqu'à partir du moment où c'est pas produit par quelqu'un, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. En termes de texte, hein, j'entends en termes de fond. S'il n'y a pas un fond qui a été pensé par quelqu'un, un peu osef quoi de mon côté, je sais pas vous, mais Ouais, en plus c'est beaucoup un milieu qui est basé, tellement lié à l'improvisation aussi pas dans la préparation d'une partie de jeu de rôle, mais dans la réalisation, dans les parties, etc. Il y a tellement d'improvisation que je pense que l'IA elle est complètement dépassée par tout ce côté. Je pense improvisé. Je pense pas qu'elle pourrait masteriser une partie. Pour écrire une aventure du début à la fin, un scénario, etc. Je pense qu'elle s'en sort bien parce qu'il suffit qu'elle prenne une base de données, qu'elle s'en inspire et qu'elle propose quelque chose. Mais t'as pas le. T'as aucune flexibilité. Je l'ai testé, parce qu'il y a des outils en ligne qui permettent de donjon IA notamment, qui permettent de faire des aventures solo avec une IA. Mais tu peux pas faire grand chose en termes d'improvisation, c'est très limité. Ouais, ça fait couloir. Jeu couloir, quoi. Et puis en plus, c'est très, comment dirais-je, il y en a beaucoup qui sont censurés maintenant, qui font que toute action qui n'est pas, si t'es pas loyal bon, tu peux pas jouer. C'est pas éthiquement correct, c'est pas possible. Mais c'est surtout dans la réalisation de livres de jeux. Il y a des livres aujourd'hui qui sont écrits entièrement par des IA. La question étant de l'intérêt de ce genre de bouquin. Puisque l'IA, elle a pas de... Enfin, l'intérêt d'un jeu, c'est quand même d'avoir un point de vue sur une thématique et d'avoir de l'inspiration nouvelle. Bien sûr. Si c'est pour faire du copier-coller de textes qui existent déjà, en texte, personnellement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. C'est juste pour faire du remplissage. Mais personnellement, j'achète pas du JDR pour faire du remplissage, quoi. Non, je suis du même avis. Oui.
Pareil pour Par les contre, bouquins, c'est ridicule quoi, des bouquins écrits par l'IA. personnellement, j'ai du mal avec le concept. Après, il y a une autre, par contre, problématique qui, pour le coup, fait beaucoup plus, on va dire, de scandale, entre guillemets, c'est les illustrations. Ah oui, ça. Ça, pour le coup, ça a beaucoup plus de problématiques, notamment sur les droits d'auteur. Ouais. Puisque, pour le rappeler, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, les IA s'entraînent en allant piocher gratos sur Internet tout ce qu'elles trouvent. Or, une bonne partie du contenu sur Internet, que ce soit des images, des routes, n'est pas censé être gratuit. Oui. Donc les IA s'entraînent sur des banques de données privées parfois, sans payer aucune redevance, aucun droit d'auteur, quel qu'il soit, aux milliers, voire centaines de milliers d'auteurs qui ont produit de l'image ou du texte. Maintenant, vous, en ce qui concerne principalement du coup l'image, vous en pensez quoi de l'image IA dans le cadre du jeu de rôle, hein? Je pense que la réponse la plus simple, c'est que ça va dépendre du contexte. Entre potes, on s'en fout. Enfin, en plus, on est bien placé pour le savoir parce qu'on l'utilise nous-mêmes, l'IA pour Et largement. Ouais, c'est ça. le rôle perso. Mais je pense que c'est à partir du moment où tu commercialises ton jeu de rôle, ou que tu fais quelque chose dans un cadre professionnel de diffusion, comme je pense que les streamers qui font du JDR, eux leurs illustrations. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais je pense pas que ça soit fait par IA. Donc ça va dépendre du contexte, je pense. Soit si c'est professionnel, commercialisé, ou perso entre potes. Ouais. Puis après, en réalité, moi par exemple, ce serait assez hypocrite de ma part de dire que je suis contre, étant donné que je surabuse et que, bon, même si je gagne pas d'argent dessus, je le diffuse quand même sur Internet. Mais je pense qu'au contraire, pour les gens, moi je vais plutôt le voir de la manière suivante, tu vois. Je pense que quand t'es un créateur de contenu et que t'as pas de fric pour engager un artiste, c'est quand même vraiment pratique. Je pense que la vraie problématique, elle vient du fait à partir du moment où tu fais des productions qui sont beaucoup regardées, beaucoup visualisées, que tu reçois beaucoup d'argent, là, éthiquement, je trouve ça quand même un peu moins bien de se dire, allez, je fais ça par IA et j'engage pas un artiste derrière. Mais cela dit, si je voulais me faire l'avocat du diable, c'est ce que je vais faire là comme ça, parce que sinon on serait tous peut-être d'accord. Dans l'idée, si moi je suis dessinateur et que je vais sur Pinterest et que je regarde des photos de gens qui ont publié des trucs qui sont censés être payants, je peux très bien m'en inspirer et dessiner quelque chose qui ressemblera mais qui sera techniquement à moi. Et c'est finalement ce que fait l'IA à plus grande échelle en fait. Donc à la fois je comprends que ce soit rageant de se dire qu'elle vole le travail des artistes, mais je pense que c'est rageant parce que c'est une IA, alors qu'un artiste qui s'inspire d'autres artistes, on considère rarement que c'est du vol, alors que pourtant, on copie, on s'inspire, et c'est ce que fait l'humain. La vraie création pure, originale, sans rien, je pense pas que ça existe pour de vrai. Il y a toujours une source d'inspiration de ce qu'a fait quelqu'un avant, surtout en 2024, vu le nombre de trucs qui ont été faits au cours de l'existence de l'humanité. Ouais, au final, c'est un peu le même débat de acheter un truc chinois ou fait en France, quoi. C'est t'as la pâle copie de ce que peut faire quelqu'un de très qualifié, mais donc ça t'arrange beaucoup niveau moyen, Niveau pécunier, ouais. etc. Mais on est tous en mode, si on avait les sous, on aimerait bien avoir quelque chose de qualité, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu joues de manière comme nous assez régulière au jeu de rôle, que tu as besoin d'images, etc. C'est vrai que l'IA, c'est un moyen très simple d'obtenir quelque chose très rapidement, qui correspond à peu près à ce que tu veux, et gratuitement, facilement, Ouais. etc. Je vais revenir peut-être, si ça vous intéresse, sur les différentes opinions, parce que j'ai vu passer beaucoup de combats en ligne, à distance, avec différentes opinions très, très variées. Le premier, on pourrait dire celui des artistes, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, et qui sont très largement opposés, et qui considèrent bien sûr que le vol de leurs œuvres par l'IA, non seulement c'est une atteinte aux droits d'auteur, mais surtout ça menace leur modèle économique et ça menace leur potentiel en tant qu'artiste, tout simplement parce que comme l'IA fait la même chose entre guillemets, parce qu'on est encore très très loin des capacités réelles d'un artiste complet, mais en tout cas ils sont capables de faire, quand tu maîtrises un peu, tu es capable de faire quelque chose de assez propre avec l'IA. Les artistes considèrent que le danger, c'est qu'à terme, leur profession soit remplacée, et donc toute utilisation de l'IA, puisque chaque utilisation de l'IA entraîne un peu plus la machine et perfectionne un peu plus la machine, est préjudiciable, que ce soit à titre privé ou à titre collectif. Pour certains, c'est inadmissible dans tous les cas, puisque ça va participer petit à petit à l'érosion de leur travail, à l'amenuisement du carnet de commandes, puisque si effectivement le consensus, on va dire, peut-être
évident chez beaucoup de gens, c'est que quand tu fais un truc payant, tu payes un vrai artiste au passage. Mais on a déjà l'exemple que non, il y a des gens qui en profitent très largement et qui vendent du produit IA 100% IA sans que ça soit marqué dessus. Que ce soit pour des tracts, pour des affiches, pour ce que tu veux. Les CV aussi maintenant, tu les fais. C'est vrai. Voilà, tu peux lui faire tellement de choses qu'au final, y a déjà une utilisation commerciale, alors, spécifiquement pour les artistes, une utilisation commerciale de l'IA, et donc le fait de s'en servir tout court, c'est un problème. Ça, c'est un premier point de vue très opposé, voire complètement anti-IA. Il y a l'opinion que vous avez émise qui est un peu plus, on va dire, entre deux, qui est modéré, je sais pas, parce que sur ce sujet-là, je sais pas bien s'il y a réellement d'opinions radicales, puisque ce sont juste des choix de méthode. Opinion médian. Mais en tout cas, un opinion entre deux, entre guillemets, qui est de dire que à titre privé, c'est quand même bien utile quand t'as pas la thune. Et qu'à titre public, par contre, pour des œuvres de production, ça devrait être uniquement des œuvres d'artistes. Et à l'inverse, il y a encore un troisième groupe qui dira que non, on fait un peu ce qu'on veut, puisque comme tu l'as dit Marc, les IA elles ne font finalement que ce que font les artistes, mais en 200 fois plus vite, puisque au lieu de passer 10 ans à apprendre la peinture, le dessin, ce que vous voulez, elle fait ça en 10 minutes top chrono. Une fois que tu as fini ton code. Et que donc, l'IA, c'est un peu la next gen, c'est un peu la prochaine génération de ce qui se fera partout, parce que de toute façon, elle est plus efficace, moins chère qu'un artiste humain. Entre toutes ces options, de toutes ces opinions, il y a bien sûr tout un tas de variations diverses et variées. Mais c'est vrai que les problématiques qui sont soulevées, elles sont quand même assez conséquentes. Elles sont sociétales, mais surtout elles sont conséquentes pour certains artistes dans le milieu du jeu de rôle. Ouais, et puis même en dehors du jeu de rôle, ça remet en question la profession de beaucoup de personnes dans le milieu artistique, effectivement. C'est ça. Maintenant, la question, c'est aussi peut-être qu'est-ce qu'on cherche à faire et pour quel objectif. Alors, ce que vous disiez, à mon sens, c'est assez, moi, qui me paraît plus logique, qui est de dire qu'effectivement, à titre privé, à un moment donné, c'est sûr que c'est une option quand même qui est beaucoup moins chère et très facile d'accès. J'ai vu effectivement des artistes qui, potentiellement à raison, personnellement je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a un bon ou un mauvais choix pour l'instant, ça paraît un peu compliqué avec le peu de profondeur de vue qu'on a sur le sujet. Mais j'ai vu des artistes qui effectivement étaient totalement opposés à l'IA, quitte à dire, avant, quand il n'y avait pas l'IA, les gens ils avaient pas de dessin, ils avaient pas de portrait pour leur personnage et ça le faisait très bien. Et ils imaginaient dans leur tête et c'était très très bien. Et ça marchait. Oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Ouais, et puis même à une époque, il faisait aussi beaucoup de les persos, c'était des petites figurines, mais du coup, c'était des persos qui duraient plus longtemps parce que c'est forcément tu payais, donc ton perso, t'avais pas envie qu'il meure au bout de 2 séances, quoi. Là, l'avantage de l'IA, c'est que ça permet de même carrément changer. Oui, ça dépend du MJ, on va dire. Je veux dire, là, si on devait, par exemple, nous payer des artistes pour faire nos portraits, bon. Je pense qu'on n'aurait pas de portrait en fait. Effectivement, on a fait 3 persos en 2 semaines. Un portrait, c'est entre, pour donner une idée aux gens, 50 et 300 euros en fonction pour un portrait, en fonction du niveau de détail, de couleur pas couleur, du style de l'artiste, s'il est connu pas connu. Une autre opinion que j'ai vu passer, c'est que en gros, plutôt que d'utiliser l'IA, vous avez qu'à apprendre à faire du dessin. Pour ça me paraît être un peu exagéré dans le sens où, certes, mais bon, il arrive souvent que dans les groupes de jeux de rôle, t'as toujours au moins un dessinateur. Qui du dessin, une personne qui arrive à écrire les jeux, qui fait le jeu, etc. Mais si chacun devait absolument tout savoir faire, la problématique c'est qu'on aurait absolument plus le temps de rien faire en fait. Ça c'est clair. Parce que si on devait réellement pousser cette réflexion-là jusqu'au bout, pourquoi tu fais pas tes vêtements toi-même? Pourquoi tu fais pas ta voiture toi-même? Pourquoi tu fais pas... Enfin, la problématique c'est que oui, la machine c'est pas toujours génial pour certaines professions, mais si on automatise rien, on retourne sur une société artisanale. Ouais. Alors est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est un autre débat. C'est une autre question. Comme tu dis, le truc des machines, ça a été pareil avec
toutes les révoltes contre les machines dans le monde des artisans, etc. Bien sûr. Avant, il y a eu plein de... Et du coup, des professions disparaissent ou changent, en fait, se modifient, s'adaptent à cette nouvelle technologie qui apparaît et qui rentre dans la société. Et je pense que pour l'IA, ce sera absolument la même chose, parce que c'est impossible. Je pense que c'est un combat perdu d'avance. L'IA va prendre tellement d'importance dans beaucoup de choses, à moins qu'il y ait une interdiction, en tout cas une régularisation très précise de l'ensemble des États du monde, ce qui n'arrivera absolument jamais, je pense. À mon sens, ça me paraît douteux. À mon sens, c'est vraiment quelque chose qui va qui va s'installer un petit peu comme les machines automatisées, comme tu viens de le dire, et que la société va juste s'adapter à ça. Ça va permettre de libérer, en un sens, du temps ou des moyens de ce côté, enfin, on va dire dans ce milieu-là, pour laisser à l'homme, avec un H majuscule évidemment, le plus de temps pour se consacrer à autre chose dont il n'avait pas forcément le temps ou le moyen de le faire avant. Mais c'est une question tellement complexe que on n'est pas encore, on peut pas encore voir exactement ce que ça va donner dans la société. On a les prémices, on sait que ça va bouleverser tout le milieu artistique, etc. Même toutes les trucs, les histoires de calcul, etc. Mais ça, c'est déjà le cas depuis des années, que les IA se chargent de faire tout un tas de codes, etc. dans tous les sens, que ce soit pour les suggestions sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu vois qui sont mises en avant, tout ça c'est basé sur des IA également. Mais enfin, ouais, malheureusement, je pense que tout va évoluer avec l'IA et on pourra jamais l'empêcher de prendre sa place, quoi. C'est ça. Et puis après on s'adapte avec. Par exemple, je vais recentrer un peu sur le jeu de rôle, mais enfin quand je faisais du JDR quand j'étais ado, enfin nos parties c'était juste nous avec un papier, un crayon, t'avais vaguement une fiche de perso, mais en aucun cas on avait les portraits de nos personnages pour de vrai, tu vois. Il y avait vaguement des croquis faits par les quelques-uns qui savaient dessiner, mais c'est valable aussi sur la musique. Moi je sais que j'ai eu mes premières parties de JDR dans les années 2000, il y avait pas de musique, il y avait pas de bruitage, il y avait rien de tout ça. Donc les manières qu'on a de jouer au jeu de rôle, elles ont aussi beaucoup évolué avec ce que nous a offert la technologie. Aujourd'hui sur une partie de JDR, t'as des banques de données sonores, de musique, de dessins qui font que tu peux illustrer ça avec une facilité déconcertante et que je trouve honnêtement que, en tout cas sur des parties personnelles, ce serait dommage de s'en priver en fait de ça, parce que ça permet une autre manière de s'immerger, ça rajoute quelque chose. Tu as des vrais visuels. Je vais prendre l'exemple de Raphaël, que vous connaissez bien, il vous en a parlé la dernière fois que vous l'avez vu. Raph, il a eu beaucoup de mal à faire du jeu de rôle papier classique, parce qu'il a besoin d'un support visuel pour jouer. Et c'est vrai que quand on fait des parties où il y a tout qui est là, c'est-à-dire des maps avec des bonhommes à bouger, et ben tout de suite ça va beaucoup mieux parce qu'il voit. Et c'est vrai que ce genre de choses permet finalement d'ouvrir un monde à des personnes qui n'en avaient pas accès à la base, je pense. Carrément, notamment... je rajouterais même que du coup, c'est à l'époque de ce que tu disais dans les années 2000, que c'était vraiment la bonne franquette avec un papier et un crayon. Ouais, c'est ça. En fait, c'était réservé presque aux plus fortunés de justement pouvoir jouer à Donjons et Dragons avec un plateau. Bien sûr, bien sûr. L'IA, et même en vrai, même avant l'IA, regarde Holbert ou ouais, Wendy, tout à fait. c'est des banques de données avec des assets gratuits qui permettaient déjà en fait de faire du jeu de rôle en ligne déjà et de pouvoir se plonger un peu plus dans l'univers. Rajouter l'IA par-dessus, pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est génial, quoi. Alors ça tombe bien parce que justement l'une des questions et peut-être des solutions, on va dire, à une partie du débat en tout cas, que j'avais vu poser, elle est sur justement l'idée de ces assets gratuits. Parce que l'une des grosses problématiques soulevées par certains artistes, c'est que certaines compagnies se font de l'argent sur leur travail à la base. On a déjà évoqué le fait que l'IA, certes, faisait que de l'apprentissage comme le font les artistes, mais on peut comprendre les problématiques de droit d'auteur quand il y a revente derrière. L'une des solutions que j'ai vu passer en ligne et qui pourrait être réglementée pays par pays, et qui pourrait être assez efficace, c'est tout simplement de rendre obligatoirement gratuit le code source des IA. Autrement dit, d'avoir que toutes les IA de génération d'images, puisqu'elles fonctionnent via, on va dire, de la récupération gratuite d'informations sur Internet, que les logiciels, du coup, soient eux aussi gratuits. Puisqu'après tout, c'est Internet, comme dit le proverbe sur Internet, tout est gratuit, en tout cas quand on sait chercher.
pourquoi du coup ne pas rendre ces logiciels gratuits, ce qui casserait du coup la problématique du fait que des gens se font de la thune sur le travail d'autres personnes, en tout cas au niveau du logiciel. Après il y aurait toujours la problématique des contenus, mais là encore, si on avait une obligation de déclarer sur le document que tu vends ce qui est de l'IA, ce qui n'est pas de l'IA, déjà ça permettrait sans doute une meilleure visualisation de ce que tu achètes, et donc potentiellement ça induirait des comportements d'achat et des comportements de vente. Après, il y a aussi la question, là, peut-être pour finir, on va dire de l'entre-deux, on a parlé des parties perso et on a parlé des gros projets, on va dire gros projets d'édition de jeux de rôle, qui pour l'instant sont quand même ultra majoritairement via des artistes et des auteurs humains, hein. Même s'il y a une ou deux exceptions, on est quand même toujours sur de l'exception. Il y a la publication de contenu pour du jeu de rôle, de contenu semi-professionnel, gratuit. Là, on est dans un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Je vous pose la question, puisque moi, perso, c'est ce que j'essaye de faire. Et la question de l'usage ou pas de certains des portraits que j'avais fait faire par la machine, pour moi, elle se pose. Puisque si j'ai réussi à trouver une partie des portraits en libre de droit, notamment via Artvee, allez voir Artvee, artvee.com. Beaucoup d'images de peinture, notamment libre de droit, ce qui pour des parties de jeux de rôle historiques est assez efficace. Mais malheureusement, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tous les types de visages, tous les types de personnages. Et il y en a un ou deux plutôt importants, par exemple dans la campagne sur laquelle vous êtes, hein, que j'ai fait pour l'instant via IA, parce que je n'en ai pas trouvé en version gratuite, et que comme je compte proposer le contenu gratos, investir, c'est con, hein, mais investir des centaines voire des milliers d'euros pour faire toutes les illustrations pour un contenu qui potentiellement me rapportera rien du tout, pour moi c'est assez problématique. Ouais. Je sais pas quel est votre avis, vous, sur comment je devrais faire pour je pense que c'est justement le bon moyen, hein, de prendre des illustrations dans des bases de données, enfin des illustrations qui sont elles sont libres de droit, c'est ça, toutes sur Artvee? Alors pas tout, justement, c'est un peu ma question, c'est que certaines oui. Alors sur Artvee, quasiment tout est libre de droit. Ouais, voilà, donc avec ça va. Mais t'es pas sur en ce que mode j'ai fait poser moi, la question. si, justement, sur ce que j'ai fait moi, la question c'est que s'il y a des œuvres qui sont libres de droit, donc j'ai aucun souci, il y en a 2 ou 3 qui sont des trucs d'IA. Et donc je sais pas comment je me démerde en fait pour arriver à les remplacer. Soit est-ce que je vais entre guillemets écumer les forums ou les banques de données pour finir par trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins. Est-ce que je conserve les trucs IA ou est-ce que je mets rien? C'est un peu la question. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Justement, par rapport au château que j'étais censé avoir, etc., c'est vrai qu'on était parti sur une image au départ et après tu m'as dit finalement non, c'est pas libre de droit. C'est vrai que du coup cette question-là elle est importante dans un contexte où tu veux partager ce jeu et éventuellement le lore qui l'accompagne. Donc à partir du moment où tu sors de Artvee, effectivement ça peut être problématique dans le sens où tu sais pas exactement si c'est libre de droit pour les images d'IA qui sont ailleurs, et en même temps est-ce que je vois difficilement comment tu pourrais faire autrement, à part faire appel à un ami ou autre qui s'est dessiné, notamment pour le travail fait sur les cartes là, qui a été super par Mélissa, mais qu'on salue. Oui, mais par exemple, qu'on salue, hein, coucou Mélissa, qui a fait un super travail donc sur les cartes, puisque le jeu utilise des cartes, mais par exemple, Mélissa ne souhaite pas que ces cartes soient disponibles gratuitement sur internet. Je crois que c'est tout à fait respectable, hein. Mais du coup il va falloir que alors bon, la méthode simple en l'occurrence, moi c'est pas trop compliqué, c'est juste de prendre 10 cartes de jeu classique. Mais la question se pose quand même sur certaines œuvres où il y a un peu le doute. En fait, qu'est-ce qui se trouve le mieux dans un système d'édition comme ça? Est-ce que le mieux c'est d'utiliser des images libres de droit, mais où potentiellement le catalogue est très limité, donc potentiellement il y aura rien? Est-ce que le mieux du coup quand on trouve pas en libre de droit, c'est d'avoir rien, d'avoir de l'IA, d'avoir des images pas libres de droit?
La Moi, je pense problématique, elle est un peu là. qu'à partir du moment où enfin, je sais pas après ton projet, mais à partir du moment où tu le proposes, on va dire, sur Internet, je sais pas si tu veux le vendre ou le laisser libre d'accès ou quoi que ce soit. Je Pour pense que déjà, l'instant, cette on est plutôt question-là parti sur du permet- gratos. Ouais, déjà, c'est la gratuité, à mon sens. Tu peux très bien partir sur une bibliothèque d'images libre de droit et complétée par l'IA, et à chaque fois qu'il y a une image IA, tu précises, Tu le précises, bien que c'est ça. une image d'illustration, d'inspiration pour. Ça paraît être Je pense que c'est l'essentiel, mais c'est vrai que voilà. obligatoire de passer par là, parce que sinon, après, tu te perds dans des descriptions, textes énormes d'un endroit ou de plusieurs personnages. Je pense qu'après, c'est interminable. C'est faisable, hein. Mais est-ce que, du coup, les gens qui vont récupérer ce jeu de rôle, ils vont prendre la peine de lire toutes les descriptions précises des choses plutôt que d'avoir une image très simple qui te permet de comprendre très rapidement dans quel milieu tu évolues, ce personnage à qui tu parles, à quoi il ressemble à peu près. Pour moi, c'est quasiment obligatoire de passer par IA. Ça, c'est un peu la problématique, c'est que, comme dit le proverbe, une image vaut 1000 mots. Il est beaucoup plus facile de faire passer des intentions, des fois juste avec une image, qu'effectivement avec des descriptions qui parfois sont très 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 longues et qui n'apportent pas grand chose finalement, pas toujours en tout cas, en dehors de la mise en ambiance. Et quand il y a déjà des pages et des pages et des pages de background à retenir, accessoirement, même pour la facilité, hein, puisque si vous avez des images à présenter de PNJ au fur et à mesure que vous les rencontrez, mécaniquement aussi, ça va marquer un peu plus les joueurs, et à chaque fois que vous ressortez l'image, en tout cas je pense que c'est plus ou moins le cas quand je le fais avec vous, quand je ressors l'image, vous êtes capable tout de suite d'identifier le personnage si vous l'avez vu une ou deux fois. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas via des descriptions sinon. Oui, tout à fait. Que de toute façon, à partir du moment où tu précises, la pilule elle passe mieux parce que les gens sont souvent virulents quand c'est caché, que l'IA elle est cachée surtout. Après, ça reste quand même relativement facile de détecter une image IA. Encore pour le moment, hein, dans 5 ans, je suis quasiment sûr qu'on fera presque plus la différence, mais. C'est ça la difficulté. Après, voilà, même sur ce genre de cas, du coup, j'ai vu des artistes et des groupes de discussion dans lesquels, par exemple, il est strictement interdit de faire de la publicité ou de diffuser du matériel de jeu de rôle qui soit payant ou gratuit à partir du moment où c'est une œuvre d'édition. Donc, par exemple, un jeu de rôle gratuit qui utiliserait que de l'IA parce que l'auteur, voilà, il n'y a pas de thune ou parce qu'il est nul en dessin et qu'il veut quand même avoir de belles illustrations ou quelque chose qui claque visuellement pour attirer le regard, pour faire passer une ambiance dans le jeu, dans la lecture, et ben forcément on se retrouve dans des fois dans des disputes entre guillemets sur certaines communautés où certains disent non, absolument pas, d'autres disent pourquoi pas puisque c'est gratuit. Voilà. C'est un peu la problématique. Ouais, mais tu pourras jamais satisfaire tout le monde, c'est aussi le problème, hein. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, comme on dit. C'est un moment de changement, quoi. On est à un croisement et donc forcément, il y a des gens qui refusent ce changement, il y en a d'autres qui sont plutôt en mode pourquoi pas et d'autres au contraire qui sont en mode c'est absolument génial. Donc je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur ça et faire avec les moyens qu'on a pour essayer de proposer la meilleure expérience possible. Parce que jusqu'à présent, d'autant que tu vas pas faire de l'argent dessus, donc à partir du moment où tu es un créateur, je veux dire, reconnu et que tu es sûr que tu vas rentrer de l'argent ou quasiment sûr avec ton jeu de rôle, là tu peux te permettre ou alors tu as un beau projet et autres, tu travailles en collaboration avec des artistes, alors je sais pas si l'artiste peut être payé directement ou en royalty sur les ventes ou quoi que ce soit, il y a toujours des moyens de trouver des accords ou autres. Et à ce moment-là, des dessins d'artistes, ça donne une patte à ton univers, ça donne un cachet, quoi. Et si tu fais appel à 1 ou 2 ou 3 artistes qui vont gérer toutes les illustrations de ton jeu, là, tu vas créer une vraie identité à ton scénario, à ton histoire. Mais pour moi, c'est pas du tout dommageable de commencer petit avec des illustrations justement faites par l'IA. Certes, ça sera pas le même cachet, mais ça permet déjà d'identifier parfaitement les choses que tu veux faire comprendre et que tu veux transmettre aux joueurs. Complètement, hein. Je suis d'accord. D'autant plus que un artiste humain, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent par l'IA, d'autant plus surtout si jamais c'est surtout des potes et
et que tu les payes pas spécialement, ils vont pas travailler vite. Moi, je vais vous donner un exemple de quelque chose que je vis. Je travaille sur un projet d'illustration de jeu de rôle depuis maintenant 4 ans, parce que ça a commencé en 2020, c'est pour illustrer un jeu de... Par rapport au Far West? Non, du tout. Le Far West, non, ce sera fait essentiellement par IA. C'est sur le premier jeu de rôle qu'on a fait sur la chaîne, que vous pouvez aller visualiser sur SoundCloud, Spotify et Deezer, bien évidemment, chers auditrices et chers auditeurs, c'est Fumble Rumble. Et Fumble Rumble, à l'époque où on l'a sorti, les IA, moi je connaissais pas. Et c'est vrai que je me suis dit, vas-y, je le fais dessiner par des vrais gens, parce que je trouvais ça cool. Et je trouve toujours ça cool. Et le fait est que j'ai combien de personnes? Attendez, je les compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, j'ai 20 personnes qui font des dessins pour moi en ce moment sur ce jeu, et ça fait depuis 4 ans, parce qu'il faut tout illustrer de A jusqu'à Z, et je pense qu'il faudra bien 2 ans de plus, avant que, plus le montage bien sûr, avant que le truc il soit disponible sur YouTube. Et au final, je pense que je serais très content. Alors après, il y aura pas de cohérence de style graphique spécialement, mais ça prend un vrai temps fou, parce que c'est humain. Après, du coup, pour le coup, t'as un rendu d'humain. C'est-à-dire que tu sais qui c'est qui a fait ça, t'as une patte, t'as vraiment un vrai quelque chose, ça fait pas... T'as un vrai cachet, mais d'un point de vue temporel, si tu dois travailler dans l'urgence, si t'as envie que ton truc il sorte rapidement, l'avantage de l'IA, c'est que ça va plus vite. Donc ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients. Et c'est vrai que pour faire les deux en simultané, ça dépend ce que tu veux faire derrière. Mais je pense que quand tu pars sur un projet et que tu as une idée en tête de quelque chose, de mon point de vue, par exemple sur Fumble Rumble, je mettrai aucune IA dessus, même pour compléter, parce que ça part du principe que c'est pas fait par IA et que c'est fait par des gens. Sur les autres JDR que je fais avec IA, c'est full IA, parce que voilà, c'est assumé de A jusqu'à Z, c'est de l'IA. Mais voilà quoi. Donc ça, je pense qu'il faut juste garder une ligne directrice quand t'as un projet de manière générale, et s'y tenir dans la mesure du possible, quoi. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous également, chères auditrices et chers auditeurs, et n'hésitez pas à aller voir nos différentes productions de jeux de rôle, bien évidemment, dans tout ça. Et Clément, est-ce que tu veux poursuivre cette discussion-là, ou est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Parce que au final, je t'ai pas demandé si t'avais prévu quelque chose ou pas aujourd'hui. Non, alors, non, en vrai, j'ai rien prévu. Juste si on veut rester sur le jeu de rôle, mais ce serait très très rapide. Hein. Je crois que c'est hier, je te l'ai dit, je m'étais fait la remarque. Ouais. Chaque partie de jeu de rôle que je fais, j'ai des souvenirs dessus, je me rappelle de tout. Ah oui. Alors que, tu vois, pour le coup, la mémoire sélective ne marche pas. Je me rappelle de tout. C'est la nature même du jeu de rôle qui te permet de garder ça en mémoire. C'est vraiment... c'est autre chose qu'un jeu vidéo ou en jeu vidéo, je trouve. Ça te marque plus, vraiment. Je suis assez d'accord. Hein. Comme on l'avait dit hier soir, c'est plusieurs vies en fait que t'as, presque. Ouais. Des fois avec Emma, tu vois, on reparle souvent du jeu de rôle qu'on a fait il y a 2 ans, un Théo. Oui, parce que tu t'investis en fait émotionnellement dans l'aventure, quoi. Moi je me rappelle encore de mes toutes premières parties, et c'est ça qui est fou en fait. C'est clair, moi j'ai des parties que j'ai jouées alors que j'avais 14 ans, je m'en souviens encore. Il y a 15 ans, je me rappelle des balbutiements, des tests qu'on faisait avec des potes sur du JDR Nullbuck. Ça avait rien donné, hein, mais c'était marrant, quoi. Ouais, ça te forge des vrais souvenirs. La plus belle pub que tu peux faire pour des gens qui n'ont pas encore joué au jeu de rôle, c'est que effectivement c'est des aventures dans lesquelles tu t'investis tellement, quoi. C'est clair. Et ça, c'est beau. Jouer au jeu de rôle, chers auditrices, chers auditeurs. Il dira jamais assez. Même s'il y a de l'IA, ça reste quelque chose de profondément humain. C'est ça. Bah écoute, je pense que c'est même, d'ailleurs, juste pour rebondir dessus, je pense que même que l'IA peut permettre justement de garder, de faire en sorte que le jeu de rôle ne périclite pas. Ça peut faire qu'un boost en fait, je pense. Parce que ça permet à des gens qui ont soit les moyens, soit qui ont besoin de visuels, d'en avoir rapidement. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait 40 ans que le jeu de rôle existe, c'est pas pour rien. Ouais, ça peut faire venir du monde, effectivement. Ouais. Voilà. Après, là-dessus, peut-être je serais moins d'accord dans le sens où je suis pas sûr qu'en termes de nombre, en termes de nouveaux adhérents, ça change grand-chose. Notamment parce que même s'il y a du contenu, gratuit. Tu peux trouver partout sur internet. Hein. Tu as cité Nullbuck, ce qui a fait une bonne partie de la popularité du jeu de Nullbuck, du jeu de rôle Nullbuck, outre la série audio, c'est quand même le fait qu'il était gratuit de A à Z, ce qui forcément te permet de t'impliquer beaucoup plus que quand tu es lycéen, que t'as pas une thune, que des jeux comme Donjons et Dragons qui coûtent 60 € par livre et où il t'en faut 3 ou 4 pour pouvoir réellement aller un peu loin. Le livre des monstres, le livre des sorts, le livre du scénario. C'est ça, la difficulté elle est aussi là, quoi. C'est que l'univers de Nullbuck, comme il est gratuit, il a été très facilement accessible à beaucoup de gens. Après,
le fait que ça soit payant en fonction des jeux, ça a pas l'air d'être une trop grosse astreinte. C'est surtout que sur la masse de joueurs, les gens ne peuvent pas tout acheter. Et t'es un peu obligé de sélectionner les jeux que tu préférerais avoir. Et ça, j'ai envie de dire, c'est comme partout. Tu peux pas toujours tout avoir. T'es un peu obligé de sélectionner. Mais je suis pas sûr que le fait que l'IA fasse la même chose en moins cher ramène de nouveaux joueurs. Ouais, je parlais pas notamment forcément parce des que- scénarios ou les livres, hein, c'était surtout pour les illustrations, comme c'est ce qu'on parlait de. Je pense que ça aide aux gens d'être plus visuels en fait, je pense juste. Avec simplement l'exemple de Raphaël, C'est ça. qui a du mal au jeu de rôle papier, mais avec des illustrations, il s'en sort beaucoup mieux, notamment le jeu de rôle western que tu Tout à fait, ou même le jeu de rôle romantique, que je couperai l'autre mot. C'est trop tard, je couperai au montage le twist. Le jeu de rôle romantique que vous avez fait aussi, ou plus régulièrement, ou plus récemment, on en a fait un, le jeu de rôle de la jungle que vous aviez joué de votre côté en présentiel avec moi, que j'ai refait en ligne il y a un mois ou deux maintenant. Ouais, sacrée aventure. Mais oui, après pour ce qui est des livres de JDR, ouais, ça coûte cher. Et après, tu vois, moi je sais que je fais beaucoup de jeux de rôle et pourtant j'ai jamais acheté aucun livre de jeu de rôle. Parce que ce qui est bien, c'est que justement, je trouve, et en alliant justement ça avec l'IA, t'as pas vraiment besoin de livres de règles ou de quoi que ce soit, en fait. Tu peux juste avoir tes illustrations, avoir tes cartes finalement assez facilement aujourd'hui, et zoup, c'est parti, quoi, presque d'une certaine manière. Je pense justement quelqu'un qui débute en jeu de rôle, je pense, en tout cas si je me mets à sa place, il préférera ça plutôt que de devoir se taper 400 pages de livres de règles de Donjons et Dragons ou de la Mascarade, tu vois, par exemple. Après, je pense que ça, pour le coup, ça dépend vraiment de ce que tu cherches dans le jeu de rôle. Moi, j'ai qu'il y a eu des phases. Par exemple, quand je jouais à Nullbug, j'aimais beaucoup le fait que t'aies plein de tableaux avec plein de trucs aléatoires, plein de choses, de petits détails à lire, tout ça. Parce que c'était une période où je démarrais, j'avais pas forcément beaucoup de bagages. de matière encore, de bagages pour moi faire des descriptions ou aller chercher du fond. Et le fait d'avoir des fois des gros contenus avec beaucoup de descriptions, bah ça aide quand même pas mal à se mettre dans le bain. À l'inverse, parfois, le fait d'avoir des trucs très très light, c'est plus facile comme tu l'as dit, parce que du coup t'as pas à embrasser des pavés de règles et de tableurs, et juste en imaginant et en délirant, tu peux rapidement créer quelque chose d'assez drôle et d'assez sympa. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi où est-ce que tu cherches dans le jeu de rôle. Pendant très longtemps, il y a eu de gros débats, d'ailleurs qui existent, je pense toujours, mais sur le type de rôliste que tu étais. Est-ce que tu es un narrativiste, un simulationniste, etc. Je sais pas si vous aviez vu. Ah non, pas du tout, ça m'intéresse, je suis curieux. On dirait les dérivés du christianisme. Alors est-ce que t'es un protestant? Ah, c'est presque ça. Pendant longtemps, il y a eu de gros débats entre différents types de joueurs, différents types de parties. D'un côté, on avait un peu, alors si je m'en rappelle bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé le truc, mais t'avais les simulationnistes qui en gros voulaient le truc le plus réaliste possible, ce qui impliquait souvent beaucoup de règles, beaucoup de tableurs pour prendre en compte toutes les possibles résultats, toutes les possibles situations pour les décrire le mieux possible. Si par exemple en combat je fais un pas sur le côté gauche, je peux tenter de flanquer l'adversaire parce que mon arme est dans ma main droite et que mon bouclier est dans ma main gauche. Bref, ça va très en détail parfois. Après ça dépend, voilà. J'exagère un peu pour vraiment donner l'idée, mais évidemment c'est très varié en fonction des jeux. De l'autre côté, on avait les narrativistes, qui eux au contraire étaient en mode non, tout ce qui est important c'est la narration, le reste on s'en fout. Les règles, bon, ça sert que à faire rouler l'histoire. Si on veut les changer, on les change. Si on veut déconner, on déconne. Bref, pas le jeu qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Et il y avait eu deux autres groupes plus ou moins collés. Les distinctions entre sont toujours assez floues parfois. C'était ceux qui au contraire privilégiaient l'ambiance. C'est-à-dire qu'importe que l'histoire avance ou qu'importe que ça soit réaliste, tant qu'il y a une bonne ambiance autour de la table et que on s'est bien mis dans l'ambiance du jeu. Mais si on a envie de changer complètement ou de faire dérailler l'histoire, ou voilà, on s'en fout. L'important c'est l'ambiance. Et il y avait une catégorie qui vient particulièrement de Donjons et Dragons et de Warhammer que tu as un peu évoqué tout à l'heure Clément, hein. Ceux qui considèrent que c'est quasiment un jeu de plateau et que donc ça se joue forcément avec des figurines, avec du visuel en 3D sous les yeux sur la table. Je vois des vidéos des fois, tu sais, des petites vidéos sur Instagram où t'as des MJ. Bah, je pense que c'est des gens qui font des campagnes sur 2-3 ans, mais ils fabriquent des tables de jeux de rôle où bah en fait la table elle est, c'est limite s'il n'y a pas un décor dessus en plus. C'est
Alors, par contre, tu fais une scène quoi par soir parce que tu changes pas de table tous les soirs, mais. Il y avait en gros ces 3-4 distinctions entre les différents joueurs avec des, comment dirais-je, des batailles idéologiques sur ce qui était réellement le jeu de rôle ou pas. Ça allait parfois très très loin dans le délire. Et j'en ai vu aussi partir plus récemment. Est-ce que les jeux de rôle solo, c'est réellement du jeu de rôle ? Puisque si vous ne le saviez pas, on peut jouer au JDR aujourd'hui en solo. Il y a des JDR qui vous proposent de vous auto-alimenter, entre guillemets. Mais il y en a qui considèrent que le JDR c'est un jeu sociable, c'est un jeu collectif, donc ça ne peut pas se jouer en solo. Il faut forcément être deux. Les livres dont vous êtes le héros, c'est considéré comme du jeu de rôle, non ? Ah bah justement, il y en a qui considèrent que les livres dont vous êtes le héros, c'est une catégorie à part. Et du coup, vous seriez quoi un peu ? Parce que là, j'ai la liste, j'ai trouvé une liste des trucs, des différents types là sur Wikipédia. Il y a le ludisme qui est plutôt qui tourne autour du jeu en tant que tel. Le narrativisme, comme tu disais, dont le but est de créer une histoire mémorable, et le simulationnisme, dont le but est de créer quelque chose d'assez réaliste. Immersion, interprétation du personnage, blablabla. Vous seriez plutôt quoi, vous ? Vu qu'on est tous les 4 rôlistes ici. Ouais, je sais pas du tout. Si vous deviez choisir. Je serais curieux. Est-ce le plus par rapport au jeu de rôle, c'est ça ? Ouais, d'une certaine manière, ouais. Neutre. Je suis neutre. Il y avait un autre site que j'arrive pas à ouvrir du tout là. Tu peux pas être neutre, tu dois choisir. Donc pour résumer, on a dit... Moi j'en ai 3 sous les yeux. Il y a le ludisme, le narrativisme et le simulationniste. Je sais pas, je dirais peut-être simulationnisme, moi. Toujours celui que tu simulais, Théo. Je suis un grand simulateur. J'adore. Non, ouais, c'est quoi exactement la définition après Je sais pas, simulationniste est une activité au cours de laquelle les participants célèbrent un lieu différent, une période différente, un monde différent. Le participant est reconnu et estimé pour avoir l'impression de réalité, que ce soit par répétition des détails canoniques ou l'élaboration de déguisements. Un peu comme des reconstituts historiques. C'est une conception étroitement liée à l'immersion, l'interprétation en profondeur du personnage. Voilà. Ne pas laisser les informations de méta-jeu influer les décisions de l'aventure. Je dirais que je suis plus ça, parce que j'aime bien m'investir sur le personnage. Son histoire, essayer un peu sa personnalité, même si c'est compliqué, parce que c'est vrai que du coup il y a à la fois la personnalité de ton personnage tel que tu l'as imaginé et ce que tu es toi, et du coup il y a des moments où ouais, c'est toujours un peu compliqué des fois. C'est un peu en conflit, quoi, ou alors tu fais quelque chose qui est pas forcément logique, toujours un peu particulier, mais ouais, je dirais que c'est cet aspect-là d'immersion dans le jeu dans l'aventure qui est intéressante. Ok. Et en même temps, la narration aussi c'est important. Il y a tout qui est important finalement. C'est ça la problématique. Sans bonne narration, du coup l'immersion elle est nulle. C'est un peu complexe. C'est ça qui est un peu difficile, c'est que la différence entre les trois est pas toujours très évidente. C'est un Des peu fois, flou. entre les trois, c'est plus une question de qu'est-ce que tu préfères à un instant T. Après, il y avait une autre distinction aussi qui était la distinction sur ce que les gens préféraient dans le jeu en lui-même, notamment pour les créateurs, pour les MJ. Est-ce que, plutôt pour Marc du coup la question en l'occurrence, parce que Clément et Théo, vous n'avez pas encore créé le vôtre, vous n'avez pas encore essayé de faire un jeu, mais il faut, il faut. Ouais, j'ai eu des idées de scénar, etc. Mais Et ben alors. Et bah alors, il faut se lancer, hein. Oh là là. Déjà qu'on a du mal à trouver du temps que tout le monde a. Ça va, t'es au chômage maintenant. Oui, non, mais je veux dire pour faire des parties, pour y penser, ok, mais après pour faire des parties. J'ai trouvé la vraie différence entre narratif et simulationniste, parce que c'était un peu flou. Je vous la donne après. Pardon, Franck, je te coupe, sinon après ça rentrera plus dans le récit. Le narratif, c'est plus centré sur l'histoire, avec une flexibilité des règles et des accents sur les personnages, alors que le simulationniste, c'est recherche de réalistes, règles plus complexes et immersion dans le monde. Résumé en quelques mots. Ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Les deux se ressemblent. En fait, c'est souvent l'un des distinguos importants, c'est l'accent sur les règles ou sur la fluidité du jeu, on va dire. Sur le fait que le jeu avance, qu'importe les règles, et si en gros le MJ triche avec les dés, on s'en fout. C'est pas grave. L'important c'est que le jeu il avance. Ouais. Par exemple. C'est plutôt moi ça, par exemple. Oui, c'est vrai. Je veux dire, Marc est beaucoup plus narrativiste. Complètement que simulationniste. Des fois, j'avoue que je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, avoir des règles efficaces, c'est toujours plus utile dans certains types de jeux, parce que ça permet de bien décrire des actions en fait. Le fait c'est bête, hein, mais d'avoir un système de combat mécanique qui colle avec le style de combat que les joueurs doivent s'imaginer, c'est quand même des fois très très utile, quoi.
les mécaniques pour faire du combat de robots géants et les mécaniques pour faire des coups de poignard dans la boue, c'est pas tout à fait la même ambiance qu'on veut retranscrire derrière. Bien sûr. Mais du coup, pour les créateurs de jeux de rôle, il y a aussi du coup c'est un peu ces distinguos entre est-ce que au final t'as plus envie de créer un univers, donc ce qui t'intéresse c'est de créer un monde avec du lore, avec des choses à découvrir. Est-ce que c'est plus l'envie de créer une histoire avec des changements inattendus, avec des personnages marquants, ou est-ce que c'est de créer un système avec justement des mécaniques qui vont être très huilées, qui vont très bien marcher, qui vont être efficaces et qui vont faire ce que t'attends parfaitement, qu'importe si l'histoire et le lore sont un peu moins importants. Marc, je pense que le choix entre les trois. Moi, c'est clairement la narration moi qui m'intéresse. Souvent les jets de dés sont un prétexte à mettre un peu d'aléatoire dans l'histoire, histoire de que ce soit rigolo. Mais la plupart du temps, moi, c'est la narration qui m'intéresse. Surtout le fait que, en réalité, mes scénarios ils tiennent sur un timbre-poste, et c'est parce que les joueurs font n'importe quoi que ça crée quelque chose de fun finalement après derrière. Parce que souvent les joueurs font un peu n'importe quoi, mais c'est ce que j'attends d'eux en fait aussi. Les guider, avoir le scénario toujours en trame de fond et changer de place le scénario en fonction de ce qu'ils font, il y aura toujours moyen de rattraper parce que justement comme le scénario est pas ultra complexe, tu peux le placer sur le chemin des joueurs quand même malgré tout et pas oublier ce qu'il y a derrière. Et puis moi ce qui m'intéresse aussi c'est parfois de mettre les joueurs face à des choix cornéliens aussi, qui est intéressant de voir justement comment ils vont réussir à réagir. C'est toutes ces choses là qui font qu'à la fin je suis content d'avoir eu une bonne histoire et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Et même quand j'incarne mes personnages, tu vois, t'as beau être peut-être plutôt simulationniste, quand on joue ensemble et que moi je suis joueur, je m'en fiche de mourir, donc du coup je vais quand même essayer de faire des trucs qui seront en lien avec le personnage, même s'il fait une action stupide, c'est le personnage qui est stupide et c'est pas grave s'il meurt, tu vois. Je m'attache à mon personnage, mais je suis capable de m'en détacher suffisamment pour que je me dise bon, au moins ça aurait été scénaristiquement ça aurait été chouette de faire ça jusqu'au bout, quoi. On se souvient tous de Raoul, pour ceux qui s'en souviennent. Bah Frédéricus. Ah, Frédéricus aussi, ouais, c'est vrai. Frédéricus. Lui, pour le coup, il a pas choisi. Il a pas choisi de mourir. Il s'est pris un coup de pagaie sur la tête. Voilà, mais j'aimais beaucoup Frédéricus. Voilà pourquoi je suis tellement déçu de pas avoir été là. Oui. Mais du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous aimez le jeu de rôle, à aller voir la chaîne de DTDR, que ce soit les lives, que ce soit les rediffs. Oui, c'est bien. Il faut faire la promo. Ouais. Petit exclu pour les gens qui nous écoutent. Bientôt, peut-être un nouveau live, en plus du live du Nouveau Monde avec Nico, qui, si je ne me trompe pas, en jeu. Tout à fait. Tout à fait. Faire une nouvelle, la saison 3 de 9e cycle. Ça, en plus, peut-être une autre mini-campagne de JDR d'horreur. Oh. Pour le coup, avec du dessin au crayon sans IA. Oh. Puisque du coup aussi scoop pour les joueurs qui sont ici et qui seront sans doute les joueurs de la partie en question. Pour le coup, oui, il y aura que des images, que du dessin au crayon. Oh. Puisque le but recherché, c'est que le dessin au crayon, c'est beaucoup plus, surtout dessiné par moi, c'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus impropre, on va dire, et donc beaucoup plus apte à terrifier, à laisser des fausses impressions et à piéger les esprits. Et comme on fait de l'horreur, Lovecraftienne, c'est peut-être un peu plus intéressant. Et du coup, il vous faudra aussi, quand on fera les persos, il vous faudra faire un espèce de crayonné. Ok. Donc, ça me va, ça me vend du rêve. Et même pas forcément alors ça c'est aussi peut-être une technique pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez faire des persos à l'ancienne, que vous voulez pas d'IA, tout ça. En l'occurrence, ce que je vais faire, c'est des crayonnés, mais c'est pas forcément des crayonnés complets. C'est pas des vrais portraits des personnages, c'est pas des descriptions, des dessins détaillés des lieux et des pièces. C'est vraiment des choses qui vont se concentrer peut-être sur un ou deux trucs dans le jeu, un objet, une moustache, une cravate, une bedaine, un veston, une paire de chaussures, ce que vous voulez, qui permet d'illustrer le personnage, plus parce que c'est l'élément marquant que réellement pour avoir une illustration complète. Bien vu. Ça peut être une technique pour faire à la fois, pour avoir des illustrations, même quand on n'est pas forcément très bon en dessin, parce que bon voilà, faire une grosse moustache avec juste un bas de visage sans faire le roux, c'est moins compliqué potentiellement que de faire tout le personnage en couleur.
Effectivement, c'est logique, ça se tient. Je propose qu'on termine sur ces mots-là, parce que ça fait 1h30 qu'on tourne, qu'on parle de JDR. En plus, on a terminé sur de la... On ne tourne pas en rond. Oh cet épisode est bientôt périmé, du coup, Théo, n'est-ce pas? Oh non, Ah, il sera toujours bon à la Ah, consommation. mais... mon petit Marc. Ah, bah ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On se régalera toujours à l'écouter. Toujours à le l'écouter constamment. savourer. Et Voilà. chez vous, savourez-le et offrez-le à d'autres personnes, du coup, mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs. Faites-en une boucle de 10 heures. C'est ça, publier une boucle de 10 heures. et mettez-le en... Attention, Exactement. la nouvelle boucle va bientôt commencer. Exactement. Ouais, Marc, ce qu'il faut faire, c'est une intégrale de une seule vidéo tous les épisodes de la saison. Oh là là, mon dieu. Plus de 20 heures de rush. Ça peut se faire, ça peut être rigolo. Sans montage. Sans rien. C'est tout. Spot la blague raciste de l'épisode 6. Ah, j'ai dit au hasard, ça se trouve il y en a une, ça se trouve il y en a. Ah, bah vous irez voir du coup. Allez voir l'épisode 6 pour savoir. Bah sur ce, on a fait pas mal de promos pour ce qui est à venir, c'est chouette, puisque en réalité pour vous dans votre temporalité, chers auditeurs, vu que c'est l'épisode 17, ce sera probablement déjà fait, donc n'hésitez pas à aller voir les replays, les trucs comme ça, et surtout j'aimerais applaudir nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci Bravo. merci à toi Théo, merci à toi Franck, merci à toi Clément, c'était incroyable, incroyable de justesse, débat, tout ça, et surtout on vous dit chères auditrices et chers auditeurs à la semaine prochaine, et je laisserai le canard dire le fin mot de l'histoire une fois que nos intervenants auront dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Des bisous à tous. Now recording. Waouh. Ouais, il a l'habitude, Clément. Il a l'habitude, il savait exactement ce qui allait se passer. Mais attends, mais il est membre il est membre VIP, non? Bah il est souvent là, hein, En écoute. fait, c'est moi, Craig. C'est À lui, chaque fois Craig. qu'il fait un enregistrement, il gagne un truc. Il envoie des subs, c'est ça le truc. Oh ouais. Je paye c'est le ça, Discord Nitro pour Marc. Tu peux ouvrir la soundboard, il y a des bruits de canard, de criquets. Oh. Moi, je peux ouvrir la soundbar. Oh oui, tu Le peux sound- utiliser la soundboard, sound. exactement, pour le sound. Elle est où? Where is the soundboard? Ouais. Tu vas open on the left, t'as allumé le caméra, partager l'écran, commencer une activité et ouvrir la soundboard. On the left. Yeah, on the left. Yes, bien joué. Wow.